Donc un mot très riche qui recouvre différentes réalités. Je vais vous présenter nos deux invités. Catherine Barba, directrice et fondatrice de CB Group. Catherine nous dira dans un instant ce que c'est que cette entreprise qu'elle va bientôt installer à New York, vous allez voir, parce que c'est là aussi qu'il y a plein d'idées à observer, à faire partager. Jean-Marc Daniel, vous êtes économiste, professeur d'économie à ESCP Europe, et effectivement chroniqueur tous les matins sur BFM Business. Bernard Stiegler, qui va nous rejoindre dans un instant, vous le savez, philosophe, directeur et fondateur de l'Institut de recherche et d'innovation. J'avais, pour tout vous dire, le projet de commencer par lui, mais on va bien sûr revenir avec lui ensuite sur la façon dont l'ensemble de cette espèce d'accélération, notamment de technologie, bouleverse les entreprises et le monde de l'innovation. Mais du coup, je vais peut-être me tourner vers vous, et si Catherine, vous ne m'en voulez pas d'être très mal élevé, peu élégant en ne vous posant pas la première question. Mais c'est innovant, c'est bien. C'est innovant, voilà. D'habitude, je le faisais, mais j'ai décidé d'être dans la rupture également. Donc je vais commencer avec Jean-Marc, parce que vous avez écrit, Jean-Marc, un livre qui s'appelle L'état de connivence. C'est surtout le sous-titre qui est intéressant, c'est En finir avec les rentes. Paris est bloqué un jour sur deux par nos amis taxis en ce moment, donc il y a là de vrais sujets. On voit que beaucoup de métiers, effectivement, sont un peu inquiets de ce qui est en train de leur arriver. J'entendais dire que l'ubérisation, ça consiste à se lever un matin et à s'apercevoir que son métier n'existe plus, un jour comme ça, du jour au lendemain. Alors moi j'ai envie de vous dire, parce que vous avez développé une théorie sur finalement qui sont les vrais innovateurs, parce qu'il y a différentes catégories finalement de gens. Il y a les entrepreneurs, il y a les gens qui sont des inventeurs, et puis vous dites aussi il y a les imitateurs. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez d'abord ah ben voilà, notre dernier invité, qu'on accueille et qu'on applaudit effectivement. Bonjour Bernard, installez-vous tranquillement. Je vous ai présenté. Merci beaucoup. On savait que vous n'étiez pas loin, on était très rassurés, et je viendrai vers vous dans un instant si vous m'y autorisez. Jean-Marc, oui. Que faut-il savoir? Qui fait quoi dans ce monde de l'innovation? Alors, effectivement, dans le monde de l'innovation, il y a deux points d'entrée. Il y a les deux points d'entrée par les produits et il y a les deux points d'entrée par les acteurs. Sur les produits, c'est un peu ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il y a de l'innovation qui permet d'améliorer la productivité sur les produits que l'on produit déjà. C'est-à-dire, il a été dit qu'il n'y avait pas les mêmes valeurs chez Peugeot et chez Renault. Je pense qu'il y a les mêmes objectifs. C'est d'ailleurs de faire en sorte de produire des voitures avec le moindre coût possible, et pour arriver à produire le moindre coût possible, de réduire la durée du temps de travail qui est consacré à produire ces automobiles. Et donc, il y a une forme d'innovation qui sont des gains de productivité par amélioration du processus de production et par introduction de progrès techniques. Et puis, il y a l'innovation qui fait fasciner tout le monde, qui fascine tout le monde, c'est la découverte d'un nouveau produit. C'est-à-dire l'innovation qui met à disposition de la population des produits sous des formes nouvelles ou des produits quand elle ne connaissait pas l'existence. Parler d'automobile aujourd'hui, ça n'a pas le même sens que parler d'automobile en 1900 ou en 1850. Et donc, c'est assez souvent ça qu'on met en avant sur l'innovation. Et donc, ce qui est intéressant, et je vais immédiatement répondre à la question, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont de fausses bonnes idées. C'est-à-dire dire innover, découvrez, et assez souvent, on découvre des choses qui ne servent à rien. Exemple, j'aimerais qu'on ait des exemples, qu'on comprenne bien. Oui, je prends assez souvent comme exemple le cas de l'acétylène. Lorsqu'on a lancé la fée électricité dans cette ville, à la suite d'un incendie à l'Opéra Comique, la plupart des gens étaient persuadés que l'avenir reposait sur une découverte que l'on venait de faire, c'est la capacité d'utiliser l'eau pour s'éclairer. Et pour utiliser l'eau pour s'éclairer, on faisait circuler de l'eau pour améliorer le bien-être et l'hygiène de la population et pour la faire boire. Donc on mettait des réseaux d'eau et on pouvait transformer ça en lumière en faisant tomber cette eau sur du carbure qui produit ensuite de l'acétylène qui donne une lumière qui est d'ailleurs beaucoup plus intéressante que la lumière électrique puisque les spéléologues utilisent encore l'acétylène. Et lorsque la ville de Paris a décidé de lancer l'électricité, elle a été obligée de le faire à des fins privées. Parce que sur le plan public, comme il était évident que ça allait perdre de l'argent, le préfet de l'époque, qui s'appelait M. Poubelle, qui est rentré dans l'histoire pour d'autres raisons, a dit on ne va pas associer des capitaux publics avec quelque chose qui va perdre de l'argent. Si on doit ruiner quelque chose et quelqu'un, autant que ce soit quelques aventuriers, des fonds de pension, des hedge funds, des banquiers, enfin la finance. Ne les regardez pas comme ça, ils sont dans la salle. Voilà, n'en parlez pas comme ça de manière dédaigneuse. Tous ces gens-là, on va les ruiner. Et donc on va leur dire allez-y, mettez l'électricité parce que nous, on a la vraie bonne innovation qui est l'acétylène. Et maintenant, quand vous allez dans une brocante, on vous montre quelquefois des cuves à carbure. Et en général, une fois sur deux, le brocanteur ne sait pas ce que c'est. Il vous dit c'est un truc, ça servait au 19e siècle à faire de la lumière, mais il ne sait pas comment ça marche. Et donc, pour l'innovation, le véritable enjeu, et j'en reviens à ce que vous disiez, en général, pour tous les entrepreneurs, on les qualifie de schumpeteriens. L'entrepreneur est schumpeterien. Et je ne sais pas ce que ça lui apporte d'être schumpeterien par rapport au simple fait d'être entrepreneur. Normalement, ça lui apporte d'avoir été décrit par Schumpeter. Et dans ces cas-là, il y a toujours quelqu'un qui vous dit il faut relire Schumpeter. Alors à tous les gens qui nous invitent à relire Schumpeter, je les invite moi à le lire,
déjà une première fois, et il s'aperçoit ça, c'est fait. que le personnage clé, c'est pas l'entrepreneur. Schumpeter le décrit comme un fou furieux. Et effectivement, il explique que pour que ça marche, il faut qu'il y ait un personnage raisonnable. Et il y a deux types de personnages raisonnables chez Schumpeter. Il y a celui qui va le financer, donc le banquier, qui est lui à la raison conservatrice. C'est le personnage qui a peur. Donc l'entrepreneur prend des risques et le banquier ne prend jamais aucun risque. Pour les gens qui sont dans la salle et qui sont banquiers, si vous prenez des risques, vous vous êtes trompé de métier. Hein. Le rôle du banquier, c'est de ne pas prendre de risques. Je vous rassure, de gagner de l'argent sur le dos des gens qui prennent des risques. Et voilà. Mais vous prenez aucun risque. Et dès qu'ils font faillite, vous récupérez leurs actifs. Hein. Pas de méprise. Vous n'êtes pas là pour prendre des risques. Et le personnage qui va authentifier la démarche de l'entrepreneur, c'est l'imitateur, qui va dire, mais cet individu, son idée est une bonne idée. Et il va reproduire la démarche de l'entrepreneur. Alors pour conclure, l'imitateur a un double rôle. Le premier rôle, c'est de faire en sorte qu'une innovation devienne d'un projet fou un projet partagé, donc un projet qui rentre dans la vie économique et sociale. Et deuxièmement, l'entrepreneur, il y en a un. Il va d'ailleurs avoir assez vite ce qu'on appelle une rampe d'innovation. Et l'imitateur, il va transformer ça en un marché concurrentiel. Et donc, grâce à l'entrepreneur, vous avez des innovations. Grâce à l'imitateur, nous en bénéficions tous, notamment par la baisse des prix qui est liée à la concurrence. Et donc, le personnage clé, c'est pour moi l'imitateur. Je vous demanderai peut-être tout à l'heure, à propos de ce que vous appelez peut-être les ludites, pourquoi la France n'est pas si schumpeterienne, peut-être qu'elle le devrait. Je vous dirai pourquoi l'ennemi, c'est le ludite. Oui. On y viendra effectivement après. Juste une autre question avant peut-être de passer à Bernard Stiegler. Vous évoquez aussi deux façons de trouver. Vous parlez de la zamblanité, où en gros ça veut dire on trouve ce que l'on vous demande, ou de la sérendipité, on trouve ce qu'on ne cherchait pas. Oui, je pense que des véritables enjeux, et notamment dans ce qui se passe en ce moment, on n'arrête pas de nous dire on va développer une politique de recherche. Je pense que les politiques de recherche que l'on développe n'ont d'autre but que de consolider une de mes troisièmes obsessions, c'est-à-dire une rente, c'est-à-dire la rente du chercheur public, c'est-à-dire ce personnage à qui on confie une mission et qui va vous répondre en vous faisant des rapports, des articles dans des revues que personne ne lit et des leçons de morale à l'égard des gens qui le critiquent. Je vois Michel Cassé au premier rang qui est mort de rire. Et oui, et donc ce personnage-là... Ça intervient tout à l'heure, mais il nous en parlera peut-être. Il est le personnage que j'appelle en zamblanité, c'est une forme de... Donc il cherche. Et puis, quand on lui dit de trouver, il va trouver, puisque de toute façon, il est référencé sur ce qu'il trouve. Donc, il va rentrer dans... Donc, mais ça a toujours existé. Vous savez, il y a des gens qui ont réfléchi pendant des siècles à la querelle des universaux. Donc, on leur disait, tu vas trouver la vraie nature du Christ, tu vas trouver la vraie nature des objets. Ils cherchaient, ils trouvaient. Bon. Mais ça ne sert à rien. Et en revanche, ce qui sert à quelque chose, c'est celui qui est en sérendipité. C'est-à-dire, on le met dans un coin et on lui dit... Bon, écoute, débrouille-toi si tu as une idée. Bon. Et alors, il y a deux exemples assez célèbres de sérendipité. Un premier exemple qui est le post-it. Troisième, oui. Voilà, chez 3M, je faisais une conférence comme ça. Il y avait un représentant de 3M qui, à ce moment-là, s'est levé en disant « c'est moi ». C'est oui, c'est lui, c'est eux. C'est eux. Et c'est d'avoir été capable de reconnaître dans un petit laboratoire de recherche de la maison où, par hasard, ils avaient mélangé des pots de colle. Ils avaient mis au point un produit qui était un produit absolument exceptionnel. Et puis à l'autre bout, il y a le chercheur en sérendipité absolue, dont je parle dans un certain nombre de mes livres, qui est James Maxwell, qui est donc un physicien, qui est un personnage... Pour faire simple, Maxwell, il avait un père écossais et une mère irlandaise. Il était professeur dans une université anglaise. Donc vous mesurez le sérieux qu'on lui accordait. À partir de ce moment-là, il était libre. Et à partir du moment où il était libre, il a révolutionné notre vie parce qu'il a reformalisé l'électricité. Il a été capable de montrer que la lumière, l'électricité, c'est la même chose. Et il nous a transformé notre vie au travers de ce qui est devenu les ondes hertziennes, puisque c'est Hertz après qui a découvert ça. Et donc je pense qu'un mécanisme d'innovation, ça a besoin effectivement sur le plan des affaires d'un imitateur et en amont sur le plan de la recherche de gens qui soient en sérendipité. C'est-à-dire des gens qui soient mal payés, mal habillés, mal rasés, mais que l'on laisse entièrement libres. Michel Cassé continue de sourire. On en parlera tout à l'heure. D'accord avec moi, oui. Vous allez pas presque changer tout à l'heure. Bernard Stiegler, je vous ai présenté tout à l'heure, mais je n'ai pas évoqué notamment deux de vos derniers livres que sont L'emploi est mort, vive le travail, ou La société automatique et l'avenir du travail aussi, puisque vous faites l'Institut que vous dirigez a pour rôle justement d'essayer de comprendre et d'accompagner un petit peu les mutations profondes qu'ont les technologies numériques sur notre mode de vie, sur le travail notamment. Et j'aimerais justement peut-être en démarrage pour vous de cette table ronde, de me dire quelles sont les principales transformations que vous voyez arriver justement de cette espèce d'invasion, de cette accélération numérique sur notre quotidien dans le monde économique et du travail. Ça sera long.
Oui. Donc je ne vais que... En synthèse. Voilà, En synthèse. donner quelques éléments de survol. Parce que on parle de disruption aujourd'hui. D'ailleurs, le mot est en train de changer de sens. Disruption qui a été un discours du marketing, qui vient en fait d'un discours de la physique, maintenant devient un concept quasiment pour désigner ce que d'autres appellent la rupture anthropologique, etc. Donc, je crois qu'il se produit en ce moment, avec la numérisation, un processus d'intégration qui est en train de énormément bousculer, y compris ce qui vient d'être décrit à travers Schumpeter, etc. C'est-à-dire que tout ce modèle schumpeterien, le premier livre de Schumpeter, c'est 1911, si je me souviens bien, qui est consacré à la théorie évolutionniste de l'économie, ça s'inscrit dans l'émergence de ce qui va s'appeler plus tard le Fordisme, mais en fait, ça se fait suite au taylorisme. C'est-à-dire que c'est lié à une transformation des modes de production qui se rapporte à ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, et qui va, grosso modo, rendre concret, d'abord aux États-Unis essentiellement, avant la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite dans le monde occidental et aujourd'hui dans le monde entier, disons, ce qu'on appelle aujourd'hui parfois le consumérisme. Voilà. Et c'est quelque chose qui repose en effet sur l'innovation, conçue essentiellement comme destruction, qu'on appelle avec Schumpeter destruction créatrice. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre un processus d'une troisième vague de l'automatisation. Je dis troisième vague parce qu'il y a eu une première vague qui date de la fin du XVIIIe siècle, en fait. On dit toujours la révolution industrielle, c'est la machine à vapeur, mais ce n'est pas que la machine à vapeur, c'est la machine à vapeur, plus l'intégration d'automatismes dans des machines, qui sont au départ des automatismes assez simples pour tisser avec le métier jacquard et toutes ces choses-là. Bon. Nous vivons aujourd'hui une troisième période, ça veut dire que nous sortons de la deuxième période. Deuxième période qui a été d'abord fordiste puis keynésienne, disons. Pour moi, Keynes, c'est quelqu'un qui intègre cette dimension du fordisme, et pas seulement ça, bien entendu, mais disons cette très grosse transformation de l'industrie et qui en fait finalement un nouveau modèle qui va marcher très très bien. C'est la base de ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, par exemple. Aujourd'hui, le numérique est en train de modifier ça en profondeur. D'abord parce qu'effectivement, ça produit une vie de plus en plus automatisée. L'automatisme n'est plus dans les entreprises simplement aujourd'hui ou dans les laboratoires, et il est absolument partout. Notre vie est très 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 automatisée et nous n'avons encore rien vu. Ça c'est clair. Parce que les algorithmes, qui sont des automatismes logiques, permettent d'intégrer toutes sortes d'automatismes les uns avec les autres. Et donc il y a un phénomène d'intégration des automatismes. Il est très important ici de savoir qu'un être vivant, c'est une série d'automatismes. Que nous sommes, par exemple, quand nous disons bonjour à la dame, c'est un automatisme social. Nous avons des automatismes aussi psychologiques. Et donc que nous sommes des systèmes d'automatisme avec des capacités de désautomatisation. À un moment donné, créer une bifurcation, en disant là non, on ne met pas en œuvre un automatisme, on invente, on découvre, on innove, on improvise, etc., etc. Et c'est là qu'on est intéressant, bien entendu. Parce que quand on applique des automatismes, on est vivable pour les autres, c'est-à-dire qu'on respecte grosso modo le protocole général, mais on n'est pas très intéressant. Quand on sort des automatismes, on devient intéressant. Parfois, alors il y aurait plein de choses à dire, par exemple pour étudier l'histoire de la musique du XXe siècle aujourd'hui. Enfin bon, je ne vais pas m'appesantir sur ce point. Par contre, je voudrais souligner un point pour répondre vraiment à votre question là maintenant, c'est que depuis quelques années, je m'y suis penché beaucoup, moi depuis 3 ans, des travaux en France, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, partout, en fait, annoncent une déferlante d'automatisation, dont en France, Roland Berger annonce 3 millions d'emplois vont disparaître dans les 10 ans qui viennent, en France. Voilà. Tout le monde n'est pas d'accord, bien entendu. Hein. Il y a des gens qui modulent beaucoup ça. Il y a des gens qui disent, mais non, mais Schumpeter va revenir. C'est pas ce que pense le MIT ni Oxford. Voilà. En tout cas, ceux qui ont fait des études du MIT et d'Oxford, qui vont bien plus loin que Roland Berger, d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, donc, il semble que l'automatisation numérique, qui est une automatisation très différente de l'automatisation taylorienne, parce que l'automatisation taylorienne a besoin d'êtres humains. Absolument. L'automatisation numérique n'a plus besoin d'êtres humains. Ou de moins, en tout cas. Parce que de moins en ils font moins. d'autres choses. De beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est la première fois qu'il y a moins de création de jobs ?
Après une telle révolution. Alors, oui, alors bon, ça, il y a des très grandes querelles d'interprétation de ces chiffres, et vous savez à quel point les chiffres sont des sujets de querelle d'interprétation, bien entendu. Donc, les chiffres, c'est très important, mais derrière, il y a des paradigmes d'interprétation. Donc, il n'y a pas d'accord du tout là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, il y a un accord par contre sur un fait, c'est que nous entrons dans ce que j'appelle moi l'automatisation intégrale. Voilà. Et cette automatisation intégrale qui a aussi des conséquences extrêmement importantes sur le plan épistémologique, par exemple, avec les big data, c'est de l'automatisation. Hein. Ce sont des algorithmes qui sont capables de traiter à très grande vitesse de très grands nombres. Eh bien, ça produit par exemple des discours comme celui de Chris Anderson, qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, très peu en France, mais qui consiste à dire, en France, moi pendant des mois, des années même, ça fait quand même 6 ans qu'il est sorti, 7 ans maintenant, j'ai parlé avec des académiques, des universitaires qui ne connaissaient pas le texte. Ouais. C'est un texte donc, qui dit que, voilà, si vous regardez Google, comment ça fonctionne, Google qui fait la linguistique capitaliste, Google qui développe des prédictions épidémiologiques, eh bien, il n'y a plus besoin ni de biologistes ni de linguistes. Et il y a une prescription de Chris Anderson qui dit qu'il faut créer des départements de data scientists et il faut fermer des départements. Ça s'est traduit en réalité. En Californie, vous avez des départements qui diminuent à Berkeley et un département de data scientists qui est en train d'exploser. Mais bon, moi j'ai fait une comparaison, parce que je viens de publier un bouquin là-dessus, donc j'ai fait une comparaison entre le discours de Chris Anderson 23 juin 2008 dans Wired, discours de Alan Greenspan 23 octobre 2008 devant le Sénat américain. Greenspan est convoqué. Expliquez-nous, monsieur le président de la Réserve fédérale des États-Unis, d'où vient ce bordel, si vous me permettez l'expression. Madoff, subprimes, effondrement de Lehman Brothers, etc. Réponse de Greenspan, qui est évidemment quelqu'un de cultivé et pas du tout idiot. Et ça vient d'une automatisation qu'on a laissé se développer sans aucune critique, sans critique économique, sans savoir, uniquement par l'efficience. Or, un phénomène, il ne dit pas ça là, c'est moi qui interprète, un phénomène n'a pas que des causes efficientes. Depuis Aristote, on sait qu'il y a au moins 4 causalités dans les phénomènes. Et donc, voilà. Donc, là, nous avons affaire à d'énormes processus de transformation, à d'énormes luttes aussi. Une lutte des ultra-computationnalistes qui considèrent que tout est soluble dans le computationnel, et une lutte, j'en fais partie, de ceux qui disent non, il y a des processus d'interprétation. Après, il y a un problème macroéconomique absolument fondamental. Si on prend un tout petit peu au sérieux le MIT et Oxford, et je pense qu'ils méritent d'être pris au sérieux dans tous les cas, il faut déjà commencer par lire leurs travaux. Oxford, ils vont très loin. Hein. Ils disent les 370 métiers vont disparaître sur 750. Oui, on dit aussi que la moitié des métiers qu'on fera dans 15 ans n'existent pas aujourd'hui. Pardon ? On dit aussi que la moitié des métiers qu'on exercera dans 15 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Oui, mais ils disent que c'est précisément ça ne marche plus comme ça. Voilà. Ah. Et donc ça, c'est schumpeterien. Ça, c'est très schumpeterien, ce que vous venez de dire. Mais justement, ce qu'eux disent, c'est que non, ça ne marche plus comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des phénomènes de gain de productivité absolument énormes, mais incommensurables avec même le terrorisme, qui a pourtant créé des gains de productivité absolument énormes. Et des captations de rente absolument énormes, et par rapport auquel, eh bien non, il y a des pertes d'emplois considérables. Donc il y a un problème derrière qui se pose de macroéconomie, c'est la redistribution. Si on ne fait pas de redistribution, eh bien il n'y aura plus de pouvoir d'achat. S'il n'y a plus de pouvoir d'achat, ce que les robots produisent, il n'y aura personne pour les acheter. Donc il y a un énorme problème de macroéconomie, c'est-à-dire que nous revenons à quelque chose qui ressemble à 1933, à l'époque de Keynes et Roosevelt. Que des bonnes nouvelles finalement. Mais c'est très prometteur tout ça. On a voulu vous mettre en forme. On va continuer à le tenter quand même. Donc je vais me tourner vers une entrepreneur. Forcément, on sait que toutes les solutions passent par les entrepreneurs, notamment au féminin. Catherine, vous êtes une des personnes qui, dans l'économie numérique française, a été finalement de toutes les aventures ou presque, puisque vous avez baigné toute votre vie professionnelle là-dedans. Peut-être un mot d'abord sur votre activité, parce qu'en plus, vous allez partir prochainement à New York pour essayer de vous imprégner des meilleures idées américaines, notamment pour aider les entreprises françaises à se digitaliser. C'est un peu ça aujourd'hui votre mission. Alors, rappel de la mission, et puis question, en quoi selon vous, alors là on va se changer de sujet, mais pas complètement, on n'attaque pas sur l'impact du numérique, mais en quoi est-ce vraiment la voie royale finalement pour innover aujourd'hui à votre avis ? D'accord. Deux questions. Alors, je vais vite. Voilà. Je vais vite me présenter parce que c'est le moins intéressant. Donc, moi, je suis entrepreneuse. C'est vraiment ça qui me caractérise. J'ai 20 ans que je travaille dans le numérique. J'ai créé 2 entreprises dans l'e-commerce, un site e-commerce, une web agency. Je les ai revendus les 2. C'est bien ça. Hein. Et aujourd'hui, avec l'argent que j'ai gagné, déjà, j'investis dans des startups. J'adore. Je ne sais pas si vous passez beaucoup de temps les uns les autres avec des entrepreneurs de start-up, tous ces jeunes bouillonnants qui ont envie de changer le monde. Qu'est-ce que ça fait du bien ?
Donc j'investis auprès d'eux et le reste du temps, je passe du temps avec les marques, les enseignes du retail qui, comme vous, cherchent à se réinventer finalement, à faire vivre ensemble deux mondes, un monde ancien, un monde nouveau, et à créer des passerelles entre les deux. Et donc pour aller un peu plus loin, pour accélérer cette transformation, parce que je trouve qu'on a du retard en France, j'ai eu envie d'aller ouvrir un poste d'observation à New York pour aller voir comment, dans les parcours clients, dans la façon d'accueillir le client, dans la façon finalement de proposer des solutions qui simplifient, il y avait des bonnes idées à prendre et je vais les rapatrier en France. Alors vous me parliez, Philippe, c'est marrant, vous parlez de voie royale. J'adore. C'est drôle de parler de voie royale et d'innovation, parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'était la voie royale. Ça remonte au temps des Capétiens. C'était une voie rectiligne qui menait à la chasse. Hein, c'est ça, Jean-Marc, spécialiste des Capétiens, Jean-Marc Daniel. De la voie royale. Mais c'est une espèce de ligne parfaitement droite, balisée, que les rois capétiens déjà utilisaient pour aller à la chasse. Et je me dis, waouh, c'est tout le contraire de l'innovation, qui est justement, d'abord, on ne sait pas où on va, ça part dans tous les sens. Ceci dit, voilà, le numérique, pour y être depuis 20 ans, et en tant qu'entrepreneur, j'ai compris plusieurs choses en regardant. Il y a une question de regard pour avancer sur l'innovation, je trouve. J'ai compris qu'il y avait une chose évidente, c'est « si tu dors, t'es mort ». Vous vous rappelez, c'était une publicité de Club Med il y a quelques années. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Je me dis aujourd'hui, il suffit de regarder, quel que soit le secteur, il y a des innovations, il y a des nouveaux entrants, il y a des barbares, il y a des nouveaux noms. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend le parti de les regarder un peu de loin, comme si on assistait à une conférence sur les Capétiens. C'est passionnant, mais finalement, on n'est que spectateur. Ou alors, on se dit, non, je vais aussi avoir ma part. Et avoir sa part, ça veut dire quoi pour chacun de vous? Moi, je me dis, ça veut dire, j'essaye des choses nouvelles. Chaque jour, moi, c'est quelque chose que j'ai appris en 20 ans de numérique, c'est j'essaye chaque jour de faire quelque chose que je n'avais pas fait la veille. Ça commence par ça, en fait, peut-être bêtement, l'innovation. Alors, je me dis, évidemment, la contrepartie de ça, c'est qu'on peut beaucoup échouer. Mais bien sûr, je crois qu'on rentre, et c'est ça qui est difficilement compatible peut-être avec nos organisations, nos entreprises très normées, c'est qu'il faut beaucoup se tromper. Est-ce qu'on est les uns les autres dans des organisations où on peut se tromper? Catherine, avec nos organisations, avec notre culture française qui n'aime pas l'échec? Peut-être qu'il y a de la culture, mais enfin, je regarde quand même des beaux succès français qui innovent, et en plus dans des univers dont on me dit oui, mais nous, on est très normalisé, c'est très régalien. Par exemple, dans la banque, je regarde le compte nickel. Pardon, mais on peut ouvrir aujourd'hui un compte bancaire dans un bar tabac. Bon, je me dis que c'est quelque chose d'assez innovant. Personne n'y croyait, ça marche. Voilà, le prêt entre particuliers, prêt d'union, c'est quelque chose dont on pouvait se dire. Je suis un peu sceptique. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas combien de temps par jour vous passez à faire de la veille. C'est simplement 10 minutes par jour. Mais moi, je vais regarder leurs applis, je vais regarder leur site mobile, je vais regarder. Et honnêtement, je suis frappée de voir qu'ils font des choses. Toujours sur une autre innovation, donc c'est des Français pour autant. Hein, c'est dans le paiement, tout ce qui est, vous savez, le crowdfunding dont on parle beaucoup. Je ne sais pas si vous en êtes familier. Ulule, KissKissBankBank. Ça, c'est des gens, sont des Français qui proposent des modèles innovants. Il y a MangoPay, Litchi, dont je suis actionnaire, administrateur, et qui propose des solutions de paiement à la PayPal. Donc, c'est peut-être pas tellement une question, je crois, de culture, finalement, que de curiosité, que d'enthousiasme pour ce qui est nouveau. Et comme vous disiez, on est tellement habitués, finalement, on a cette habitude régulière, on a fait notre métier les uns les autres pendant 10, 20 ans, et on le fait bien. Sauf qu'aujourd'hui, face à ces barbares, ils nous forcent à faire les choses autrement, et c'est là qu'il va falloir qu'on prenne sur nous. Comment jugez-vous, Catherine, le niveau de digitalisation des entreprises françaises? Et autre question qui est liée également, de manière plus générale, pour revenir au thème de l'innovation qui est celui de cet après-midi, comment insuffler l'esprit d'innovation, notamment dans les grands groupes, dont on voit bien qu'ils ont plutôt tendance en ce moment à racheter des startups parce qu'ils ont un petit peu de mal avec cette digitalisation qu'à inventer en interne. Moi, je crois qu'on est en retard. De toute façon, on est structurellement en retard sur les clients. Tu sais, on parle beaucoup de cross-canal, maintenant c'est l'omni-canal, le nouveau mot, mais cross, ça veut dire au sens propre du terme, on court derrière les clients, parce qu'ils vont toujours plus vite que nous, qu'on fasse du B2B ou du B2C. Donc je pense qu'on est en retard sur les clients, on est en retard sur les startups qui font notre métier, on est en retard sur d'autres pays. Moi, je me dis, il y a plusieurs choses. Il s'est passé des choses dans les 6 derniers mois, l'année dernière. Il y a beaucoup de dirigeants, parce que tout commence avec les dirigeants et les managers. Hein. On a une énorme responsabilité quand on dirige une entreprise. Je me dis, on comprend de plus en plus qu'il y a urgence. Et si on était moins nombreux et qu'on pouvait échanger, je vous demanderais, et vous, est-ce que vous avez compris l'urgence qu'il y a à agir? Et après, je vois des gens qui comprennent l'urgence, mais qui restent très agiles dans la tête. On sait à peu près ce qu'il faut faire. Oui, il faut changer l'organisation, être plus agile, se calquer sur ce que font certaines startups. Mais on n'est pas agile dans les jambes.
parce que ça prend du temps, vous le savez comme moi, ça prend du temps de changer les habitudes. Donc moi je vois qu'il y a eu un mouvement de prise de conscience, mais on est encore, vous savez, c'est comme quand on fabrique une maison, ça prend un temps fou, les fondations, et on voit rien qui surgit, et j'ai l'impression qu'on en est là. Alors qu'est-ce qui pourrait accélérer ce mouvement-là? Moi je crois beaucoup, je vous le disais, à la responsabilité des dirigeants. Je me dis, si je regarde, quels que soient les secteurs et quelles que soient les tailles d'entreprise, les gens qui parmi vous ont de l'avance sur les autres, vous allez voir si vous vous reconnaissez dans cette description. Bon, il y a 5 caractéristiques. La première, c'est l'empathie client. Est-ce que le client, c'est ce qui vous fait lever le matin, plus que le produit? Est-ce que vous êtes obsédé par le client, l'écoute du client, la satisfaction du client? Est-ce que c'est un indicateur de performance dans vos entreprises? Et est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce qu'on mesure? Donc ça permet quoi? Ça permet d'investir. Est-ce que vous, vos entreprises, vous investissez? Parce que ce n'est pas que de la poésie, c'est aussi des mathématiques, hein, l'innovation. Est-ce qu'il y a des investissements? Quand j'entends Henri Decastre d'AXA qui dit on va mettre 180 millions d'euros sur les 3 prochaines années, donc 60 millions d'euros par an, bien sûr, sur l'IT, évidemment, pour développer toute la partie très technique, qui ne sont pas nos métiers en plus. Donc il faut recruter des gens bizarres en plus, il faut recruter. Ils mettent beaucoup d'argent sur le marketing, et puis sur des tests, sur des partenariats. Accor, c'est pareil, 225 millions d'euros. Donc il faut investir. Il faut donc recruter, j'en ai parlé, il faut recruter des gens. C'est très important cette partie-là. Aujourd'hui, j'écoutais Google, vous savez, notre ami Google, qui disait on ne recrute pas les gens sur un track record ou sur des expériences passées, mais on les recrute sur 3 critères. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est 1, la capacité à apprendre, donc c'est très important. 2, la capacité à devenir un leader, à prendre le lead, à embarquer les autres, parce qu'il en faut de l'énergie pour faire ces transformations qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et 3, il faut beaucoup d'humilité et de responsabilité. Bon. Alors on me dit, si on a ces caractéristiques-là, peu importe l'expertise qu'on a, eh ben on peut être recruté chez Google. Donc il faut recruter, il faut tester, évidemment tester. Est-ce que nous, on a cette culture du test? Est-ce que ça fait partie? Est-ce qu'on se force finalement, comme un peu le sport? Vous voyez, il faut se forcer à faire du sport, il faut se forcer à tester des choses. Et moi, je me dis, on va beaucoup échouer, mais est-ce qu'on teste suffisamment de choses? Il y aura effectivement beaucoup de gadgets. Et puis, est-ce qu'on travaille, ça c'est un truc très important, au décloisonnement? Aujourd'hui, on le sait, on est tous très organisés de façon horizontale dans nos entreprises, alors qu'en tant que client, on est éminemment libre de passer d'un canal à l'autre. Et ça c'est vraiment la difficulté. Je finis sur cette anecdote. Il y a Orange qui m'appelle. J'ai le droit de dire le nom, hein. Bon, c'est pas grave. Qui aime bien, châtie bien. Qui m'appelle vendredi soir et qui me dit « Madame, 20h30, bon, vous êtes éligible à la fibre. J'ai une offre formidable pour vous. » Alors je dis « C'est super, je suis ravie, mais j'ai eu une semaine épouvantable. Et vous pourrez m'envoyer un mail, par exemple, et on en reparle lundi matin. » Et elle me dit « Mais non, madame, moi, je suis au téléphone. Je ne peux pas vous envoyer de mail. » Et là, j'ai compris qu'il fallait décloisonner. C'est sympa d'avoir cité Orange, mais enfin bon, voilà, c'est fait. Ils ont encore un peu de boulot. Il y a encore mais un ils vrai sont en sujet. chemin, on est tous en chemin aujourd'hui. Hein. Même ces entreprises-là. Je reviens vers vous, Jean-Marc, parce que je disais tout à l'heure, un peu comme une provocation, que peut-être que c'est une opinion personnelle, mais je trouve que la France n'est pas très schumpeterienne. Et j'aimerais revenir sur justement ces menaces que vous avez parfaitement décrites, notamment sur l'emploi, qui inquiètent. Vous travaillez beaucoup sur ces rentes de situation qui sont en train de tomber les unes après les autres. Et vous aimez rappeler qu'il y a de très très nombreuses années existaient les ludites. Oui. Finalement, elles n'ont jamais gagné, ces ludites. Non, alors elles vont-elles réapparaître et cette fois-ci vont-elles gagner? Et qui sont-elles? Non, je ne pense pas que les ludites vont gagner. Je vous rappelle, les ludites... Alors rappelez-nous quand même. Oui, les ludites, c'est les gens qui cassent les machines pour empêcher le progrès. Avec un discours d'ailleurs, qui est on va supprimer énormément d'emplois, on ne retrouvera jamais des emplois équivalents, tous ces gens vont aller au chômage. On est au 19e siècle quand même. Oui, on est au 19e siècle, mais le discours n'a pas changé. C'est-à-dire, et puis, on va baisser le pouvoir d'achat, donc on ne trouvera pas les moyens de vendre la production nouvelle, tous ces savoir-faire qui vont disparaître. Bon. Et donc, les ludites vont se battre en cassant les machines au nom, encore une fois, de 3 principes essentiels. Le passé est porteur de valeurs. Dans les professions d'avant, il y avait des valeurs, alors que dans les professions de demain, il n'y en a plus, manifestement. Deuxièmement, les emplois permanents sont porteurs de pouvoir d'achat, de sécurité au travers de la distribution d'un revenu, alors que les mutations, les changements vers d'autres métiers sont destructrices de ce pouvoir d'achat et donc vont paralyser l'activité économique. Et troisième élément, de toute façon, on n'aura jamais, quels que soient les progrès, suffisamment de travail nouveau pour employer les anciens. Alors ça a justifié tout un tas de politiques économiques, notamment à la fin du 19e siècle en France. Si vous écoutez ce qu'a raconté Méline, qui a rétabli le protectionnisme, son objectif c'était de dire... si on ne fait pas de protectionnisme, on va supprimer tous les emplois dans l'agriculture, avec comme conséquence que tous ces gens-là seront au chômage.
Alors, d'une part, l'agriculture, pour revenir un peu à cette idée que si on supprime ces emplois, on aura moins de production, et ça ne s'est jamais passé, ces mutations que nous avons connues, l'agriculture et l'exode rural a été un mécanisme de mutation de production colossal. Les disparitions d'emplois dans l'agriculture avec une augmentation considérable de la production se sont faites dans des proportions que nous n'avons pas encore connues, ni dans l'industrie, ni encore dans le numérique. Et donc, ça s'est déjà passé. Le bilan de tout ça, c'est quoi? C'est que comment est-ce qu'on résiste aux ludites? D'abord, on résiste en fonction de la nature du ludite. Le ludite agricole, c'est relativement soumis. Le ludite industriel s'est battu de façon physique, mais c'est soumis. Je pense que le ludite de la génération présente va se battre sur un plan idéologique. Il va expliquer que, parce que souvent, son emploi est un emploi qui est un emploi de nature intellectuelle. Et donc, on le voit au travers du développement des emplois, du développement de l'enseignement à distance, de l'enseignement par MOOC, de la disparition de la forme traditionnellement d'enseignement dans des lieux avec la possibilité d'accéder à un enseignement par Internet. On le voit dans la médecine, il y a quelqu'un qui va nous parler de la médecine, de la modification du rapport qu'on peut avoir à son médecin et du fait que tout un tas d'activités médicales, on l'a dit, la biologie, tout ça va disparaître. Donc le ludite actuel est un personnage qui manie le langage, qui manie les concepts intellectuels et donc qui va résister de façon intellectuelle alors que le ludite d'avant résistait de façon physique. La deuxième caractéristique, c'est qu'il est absolument impossible de savoir quels seront les emplois de relais. J'ai commencé ma carrière à l'INSEE à une époque où il y avait encore un plan et on faisait des projections des emplois à 20 ans. Un des premiers documents que j'ai remis en tant que jeune administrateur de l'INSEE, c'était la structure de la population active en l'an 2000. Eh bien, je peux vous dire qu'on n'avait pas vu grand-chose. La seule chose qu'on avait vue, c'était l'arrivée du Minitel. On sentait que le Minitel allait arriver. Et quel progrès colossal, quelle preuve de l'intelligence et de la recherche d'État. Bon, donc on n'avait rien vu. La troisième chose qui est importante, c'est que face au ludite, la légitimité qu'acquiert un progrès technique, c'est effectivement sa capacité à transférer ce progrès technique sous forme de pouvoir d'achat vers la population. Et je pense qu'une des caractéristiques du processus actuel, c'est que cette transmission de pouvoir d'achat se fait par la concurrence, c'est-à-dire par la baisse des prix, alors que dans la phase antérieure, elle s'était faite par la distribution de revenus, c'est-à-dire par la hausse des salaires. Concrètement, le premier combat que l'on a à mener contre le ludite sur le plan intellectuel, outre le fait qu'il est porteur de valeur et tout ça, ça va être un combat sur la nouvelle analyse de ce qu'est l'arbitrage entre la déflation et l'inflation. Je pense qu'il y a parmi vous beaucoup de gens qui font dans la finance. Nous allons connaître dans la phase actuelle un véritable affrontement monétaire entre une vision inflationniste ludite et l'acceptation de la réalité déflationniste progressiste. Juste une chose, ça veut dire que vous ne partagez pas les craintes non, je ne partage. Exprimées tout à l'heure par Bernard? Non, je ne partage aucune de ces craintes. Alors après, c'est une analyse. Je pense que ces craintes, encore une fois, sont les craintes des ludites. C'est-à-dire que les craintes sont les craintes des gens qui se savent condamner de façon diverse. Ce n'est pas pour vous dire que vous êtes un ludite en tant que tel. Le MIT est un repère de ludite, c'est bien connu, n'est-ce pas? Le MIT, l'Oxford également. Le MIT ne dit pas, le MIT annonce que des emplois vont disparaître, il ne dit pas qu'il faut les empêcher, ces disparitions. Il se contente de faire une analyse. Le ludite, c'est celui qui, face à une analyse, en tire un raisonnement et une conclusion qui est une conclusion normative. Ce que dit le MIT, c'est ça va disparaître. Et ensuite, qu'il y ait des institutions qui soient bien qu'installées, ayant pignon sur rue, conservatrices et ludites, ça ne me paraît pas aberrant que l'université soit en train de générer du ludisme alors qu'effectivement elle va être un des lieux des affrontements technologiques les plus importants. Ça ne me paraît pas aberrant. Donc je pense qu'il ne faut pas être pessimiste et il faut choisir effectivement à fond, les nouvelles technologies et cette conséquence ultime de ces nouvelles technologies qui est la concurrence. On parlait d'ubérisation. Qu'est-ce que c'est que tous ces mécanismes? Ce sont des mécanismes d'imitateurs en concurrence. Ce sont des mécanismes où en permanence chaque individu, quand il avance dans une activité, c'est que quelqu'un d'autre va le concurrencer dans cette activité. Alors là, vous avez clairement lancé le débat avec Bernard, donc je reviens vers vous. Défendez-vous quand même. Un, vous n'êtes pas un ludite, et deux, qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce qu'il faut qu'on digitalise à tout va ou pas? Je suis indéfendable. Je dirige un institut qui crée des logiciels, qui crée des services, etc. Je ne suis pas à l'université glosé sur les ludites, j'ai autre chose à faire. C'est-à-dire, le ludite, c'est dans votre discours un personnage
un peu hollywoodien, c'est-à-dire que c'est bien, il y a le méchant ludite, et puis après il y a les gentils autour. Bon, je pense que l'analyse ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que ça s'appelle des fables, c'est pour les enfants. Et on prend beaucoup les gens pour des enfants aujourd'hui, ça s'appelle le storytelling, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des enfants. Le débat démarre. Nous sommes confrontés d'abord à une transformation de l'innovation, parce que c'est votre sujet. L'innovation, c'est quelque chose qui est en pleine transformation. J'ai créé cet institut il y a 10 ans au Centre Pompidou, et le premier colloque que nous avons organisé s'appelait l'innovation ascendante, c'est-à-dire la transformation de l'innovation. Qu'est-ce que c'est que l'innovation ? Il y a beaucoup de gens qui ont théorisé l'innovation, Schumpeter notamment. Il y a eu en France Bertrand Gilles, qui est un des premiers en fait à avoir introduit cette question. C'est un historien, il a donc eu une approche très historique, il a fait une histoire de l'innovation. Il a d'abord montré que l'innovation, ce n'est pas l'invention, que sans invention, il n'y a pas d'innovation, que si on confond invention et innovation, ben, finalement on se met dedans parce qu'il faut soutenir les inventeurs et les innovateurs, mais ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes de soutien. Et pour qu'il y ait des inventeurs, il faut aussi des chercheurs et de la découverte. Donc il y a déjà 3 choses très différentes. Il a montré que quand Brillouin était embauché par Philips, ça a complètement changé le modèle et que c'est la schumpeterisation européenne, c'est comme ça que ça se fait. Maintenant, nous sommes dans une innovation d'un tout autre genre, parce que ça, c'est l'innovation telle qu'on l'enseigne au Centre de sociologie de l'innovation de l'École des Mines, où j'ai d'ailleurs fait une conférence il y a 2 semaines en tant que ludite, et je suis invité dans plein de trucs, c'est bizarre, comme ludite. Ça ne me dérange pas que les ludites s'expriment. Oui, moi, je suis pour la liberté d'expression. Hein. Les ludites ont perdu, mais ils ont le droit de s'exprimer. Ce qui se produit aujourd'hui, c'est que l'innovation ne se produit plus du tout comme elle se faisait autrefois, c'est-à-dire qu'elle n'est plus descendante avec de la recherche théorique, puis ensuite des inventeurs, puis des innovateurs, puis des clients. C'est complètement distribué, c'est horizontalisé, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, il faut arrêter de se référer à des trucs qui sont totalement du passé. C'est du passé, vos machins. C'est des trucs de ludite en réalité. Ce que je crois, c'est que ce qui est très important, c'est de savoir aussi que ces problèmes d'invention, d'innovation et de découverte, ils se produisent sur une base qui est ce qu'on appelle, depuis Bertrand Gilles notamment, ou Arthur aux États-Unis, ou beaucoup d'autres, le système technique. Et ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est un changement de système technique. Nous sommes en train de changer de système technique, parce qu'un système technique, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui se métastabilise, si je prends un terme qui vient de la physique, mais qui a été repris par Gilbert Simondon, qui est un grand théoricien de la technique, qui se métastabilise autour de ce qu'il appelle une technologie dominante. Cette technologie dominante, par exemple, dans la première révolution thermodynamique, c'est la machine à vapeur. Quand la machine à vapeur progresse, le système progresse. Quand elle commence à régresser, le système régresse. Et il y a dans les moments de changement de système technique, il y a des phénomènes disruptifs, ce qu'on appelle aujourd'hui disruptifs, mais on peut très bien l'appliquer à ce qui se passe, par exemple, entre 1860 et 1870. Alors là, il y a des ludites, des contre-ludites et tout ça. C'est le cinéma. Et ce qu'on peut faire, c'est observer les choses dans la durée. Aujourd'hui, nous vivons un changement de système technique. Et ce changement de système technique, en réalité, il a commencé il y a déjà longtemps. Il a commencé avec la numérisation. La numérisation, ce n'est pas simplement l'informatisation, c'est la réticulation des ordinateurs, c'est l'importation de protocoles d'ordinateurs dans des machines qui sont des terminaux, mais qui peuvent être des micro-HF, qui peuvent être des appareils photo. C'est ça ce qu'on appelle la numérisation. C'est-à-dire c'est l'informatique qui accède absolument à toutes les dimensions de l'existence. Et ça, c'est ultra disruptif. Alors, par rapport à cela, pour que ça se développe, il y a évidemment toute une couche entrepreneuriale. Mais avant la couche entrepreneuriale, il y a une couche qui, aux États-Unis, passe essentiellement par l'armée américaine. Et l'armée américaine, si vous lisez par exemple Dominique Cardon, ce qu'il a expliqué sur l'émergence de Google, qui est donc, je me souviens très très bien de ces discussions, parce que je m'intéresse à ces questions depuis pas mal d'années, des discussions où on pariait sur la mort de Google à échéance de temps, etc. Google qui n'est apparu qu'en 1999. Il faut comme ça rappeler, effectivement, 14 ans. Qui est aujourd'hui la plus grande puissance planétaire. Oui. Et qui est en train de totalement disrupter tout, alors là, pour le coup. Sur tous les métiers. Et qui menace PSA, qui menace absolument toutes les activités. Absolument. La médecine, absolument tout. Eh bien, Google, il y a 14 ans, on dissertait sur « mais ça ne marchera jamais ». Sauf que, alors après on a dit « ah, c'est génial, c'est le génie de la génération spontanée du sentiment américain du business ». Et pas du tout. C'est 50 ans d'investissement de l'armée américaine dans la scientométrie, la bibliométrie, toutes sortes de technologies. Et moi, par exemple, je développe des modèles de réseaux sociaux, pas du tout sur le modèle de Facebook. Je n'ai pas pu trouver un centime en France et en Europe. Et c'est l'armée américaine qui m'a financé. Donc, si vous voulez, il faut arrêter de raconter que tout se passe du côté de l'entrepreneur, le capital risqueur. Non, le capital risqueur et l'entrepreneur, ils arrivent quand le boulot a été fait au fond.
Et ce boulot, il a été fait. On va faire réagir Catherine. Il a aussi été. Non, mais c'est pas du tout contre Catherine ce que je dis. J'espère bien. Et je pense qu'elle comprend très bien ce que je dis en plus, parce que sinon elle n'aurait pas réussi ce genre de choses. Mais par contre, ce qui est très important de bien comprendre, c'est que ce qui est à l'origine de ce qu'on appelle la révolution numérique, c'est-à-dire la réticulation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui rend possible les big data et toutes ces choses-là, c'est pas le net, c'est le web. C'est le web. Le web. Parce que le net, je m'en servais, moi. Jean-Michel Besnier, qui est là avec moi, nous étions à l'université de Compiègne, nous avions une adresse Internet dès les années 80. Sauf que c'est en 1993, le 30 avril très précisément, que les sites Internet ont été ouverts et qu'à partir de là, tout le monde est devenu un acteur de ce réseau. Et aujourd'hui, ça affecte 3 milliards de personnes. Alors, je termine juste en vous disant ceci, c'est que ça, c'était un investissement de l'Union européenne pendant 10 ans. C'est le CERN qui l'a produit. D'ailleurs, le CERN est en train de refaire l'histoire. Ça a bénéficié des expériences du Minitel, c'est-à-dire plus exactement de ce qu'on appelait à l'époque du Noraminc, une époque où il y avait des hauts fonctionnaires qui travaillaient encore assez bien. On appelait ça la télématique. Et si vous regardez les archives de la Californie, où on a Berkeley, le MIT, on regardait de très très près la télématique telle que se développait en Europe et on disait c'est très intéressant. La télématique, c'est pas Internet. Internet, c'est un réseau point à point. La télématique, c'est des bases de données. Et donc, tout ça, il ne faut pas faire raconter des histoires avec des gentils, des méchants, etc. La réalité, pas du tout celle-là. La réalité, ce sont des dynamiques, il faut les observer, les analyser et en faire des projections sur l'avenir. Je termine cette année le 14 et 15 décembre au Centre Pompidou. Nous organisons une grande rencontre avec Tim Berners-Lee, avec beaucoup de gens comme ça, sur la nécessité pour les Européens de réinventer le web. Le web tel qu'il est aujourd'hui est sous la direction des GAFA à travers le W3C. Il faut reprendre la main sur cette affaire, sinon l'Europe est fichue. Est-ce que vous êtes capable en 1 minute de me répondre une dernière question, parce que je vois qu'il nous reste 5 minutes au total et j'aimerais donner la parole à Catherine. C'est inexorable, cette digitalisation. Et vous dites en gros, elle a des effets négatifs évidents sur l'emploi probable. Pour autant, sur peut-être la prédominance ou la surdominance américaine, et on va peut-être essayer de la contrer un peu, mais pour autant, est-ce qu'il y a une façon de la rendre heureuse, cette digitalisation, comme il y a une mondialisation qu'on espère heureuse, et quelles seraient les 3 pistes en 1 minute si je peux Bien sûr que pour moi, il n'y a pas d'autre issue que de se lancer dans la digitalisation. Sauf que la digitalisation, il n'y a pas un déterminisme qui dit c'est comme ça que ça va se développer. Pas du tout. Et la question fondamentale, parce que par ailleurs, vous avez dû voir que le pape s'en mêle, il vient de prononcer une encyclique sur l'anthropocène, sur le climat, c'est-à-dire sur l'anthropocène. Absolument. L'avenir de l'humanité, c'est de la production de négantropie. Le web actuel est anthropique. Donc l'avenir de l'Europe, c'est de produire un web négantropique avec un mode de vie qui est capable de rémunérer la négantropie. Et ça, c'est tout à fait possible, bien entendu. Ça suppose de se creuser un tout petit peu les méninges, de prendre un peu de risques sur un autre, pas en imitant simplement les risqueurs à l'américaine, parce qu'ils ont leur écosystème. Et quand on les imite, on rentre dans leur écosystème que l'on renforce, et donc se tire une balle dans le pied. Donc il faut se remettre à réfléchir. J'enseigne en ce moment en Allemagne, à Berlin, dans un cluster qui a été créé, parce que Mme Merkel a lancé il y a 1 an et demi en Allemagne un projet stratégique sur un redéveloppement de l'industrie du numérique en Allemagne. Et je pense qu'il faut que l'Allemagne et la France s'associent pour relancer un vrai projet européen dans le domaine. Merci Bernard Stiegler. Catherine, une réaction à ce qu'on vient d'entendre globalement, et puis aussi une réaction, on va peut-être un peu adoucir avec une question peut-être plus féminine. J'entendais récemment qu'il n'y a que 12% de femmes dirigeantes d'entreprises, d'entrepreneurs, et je me demandais si le numérique est aussi une chance pour l'entrepreneuriat au féminin. Mais est-ce que d'une manière plus générale, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, est-ce que les entrepreneurs sont quand même une clé justement de cette digitalisation qu'on peut vouloir heureuse plutôt que menaçante? Moi j'aime bien parce que dans ce brillant débat d'idées, moi qui suis au centre, j'ai l'impression d'incarner le faire, l'action, parce que voilà, pour ça c'est ce qui fait mon sel du matin au soir, je suis tournée vers l'action. Messieurs, vous venez d'être traités d'intellectuels, tous les deux. Non, mais je me dis c'est la seule réponse finalement, c'est en le faisant soi-même et peut-être mal, mais en avançant. Les entrepreneurs, oui bien sûr, je crois qu'on gagnerait tous à avoir cet état d'esprit-là. Cet état d'esprit d'entrepreneur. Moi, j'aime bien l'idée de l'encourager de multiples façons, que ce soit en investissant, en allant dans les écoles avec 100 000 entrepreneurs. Oh, vous devriez y aller. Non, mais c'est vrai, je me dis, allons dans les écoles pour propager cette envie, que ce soit, peu importe, mais de mettre en mouvement les jeunes en leur disant, ton avenir, tu peux prendre la main dessus, il n'y a pas de déterminisme, tu peux choisir ton futur. Enfin, voilà, je me dis... Aujourd'hui, à part entreprendre et encourager l'entrepreneuriat de multiples façons, moi, c'est ma réponse finalement à toute cette incertitude du monde.
Et je me dis que même dans une très grande entreprise, il faut avoir cet état d'esprit-là. Alors pour parler des femmes, oui, parler des femmes et des entrepreneurs, c'est marrant comme sujet. C'est comme si c'est un peu votre Internet sujet, et les lapins. Enfin, non, Catherine, je me dis, non, me faites pas ce coup-là. Ne me faites pas ce coup-là, Catherine, parce que vous êtes quand même celle qui a créé la Journée de la femme digitale. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est vrai, j'ai envie d'encourager les femmes à entreprendre, mais quelque part, fondamentalement, je me suis jamais sentie femme. Je pense que le courage, un peu la folie, la lucidité, enfin, ça n'a pas de sexe. Je me sens plutôt quelqu'un qui est dans l'action. Mais ce que je trouve formidable dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout est très nouveau. On en est à la préhistoire, finalement. Hein. De tout va s'accélérer et continuer. Et je me dis qu'on soit homme ou femme, en fait, cette nouveauté, on la reçoit de la même manière et que du coup, on peut y faire face avec les mêmes chances et avec ses différences. Donc, pour des femmes, bien sûr que c'est une chance. En plus, on n'est pas très nombreuses, donc c'est une bonne façon de sortir du radar. Moi, j'ai toujours considéré que l'inconnu était une chance. Et c'est une phrase que j'ai lue dans un de vos livres, Philippe, qui est une belle citation de Churchill qui dit « L'avenir me sera favorable parce que j'ai décidé de l'écrire ». Et je me dis, est-ce qu'on ne ferait pas nôtre un peu cette idée-là ? Belle citation, absolument. Très bon livre aussi, je plaisante. Je termine avec vous, Jean-Michel, et on a démarré ensemble. Vous avez dans la salle des gens qui sont beaucoup dans le monde de la finance, on l'a dit tout à l'heure. On voit apparaître une expression après l'ubérisation, les fintech, c'est-à-dire qu'il y a aussi des barbares qui investissent les métiers, peut-être demain de la prévoyance aussi. Donc j'ai envie de vous demander en conclusion, en quelques minutes ou en 2-3 minutes simplement, le message que vous pourriez adresser. Est-ce qu'ils sont eux aussi menacés? Par qui? Et comment non, pardon, oui, non, c'est bien, oui, pardonnez-moi, c'est pas à Jean-Michel, c'est évidemment à vous. Allez-y, dites-moi, quel message adresser à la communauté financière dans cette salle? Le message que je peux adresser à la communauté financière est à 3 temps. Le premier message, encore une fois, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, je pense que, alors il n'y a pas de bon et il n'y a pas de méchant, mais il y a des gens qui résistent, ce qui est tout à fait naturel, pour que leur destin soit le plus préservé possible. Il y a des gens qui sont inquiets et angoissés par rapport à ce qui va leur arriver. Et je pense que la finance fait partie des gens qui sont les plus angoissés. Vous savez que depuis que M. Mayout, qui avait été à la tête de la sidérurgie, puis ensuite d'une grande banque, a fait un rapport sur les banques, on n'a pas arrêté d'annoncer que les banques étaient la sidérurgie de demain, avec comme association à cette idée de sidérurgie, c'est-à-dire un lieu qui n'en finit pas de supprimer des emplois. Or, je pense que les banques ont beaucoup changé depuis le rapport Mayout, parce que les banques ont été en permanence en capacité de s'adapter. Et donc, je pense que le monde de la finance, qui est un des hauts lieux de ce qui se passe en ce moment sur le plan des nouvelles technologies, est en situation d'adaptation permanente. La deuxième chose, c'est que, pour rebondir sur la citation qui avait été faite de Greenspan, là aussi, je trouve assez facile, quand on a mis la pagaille qu'il a mise dans le système monétaire international, de dire c'est la faute des ordinateurs. Moi, j'y suis pour rien. Quand on a géré la politique monétaire en disant si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé, c'est qu'on se fout de la gueule du monde. Donc à ce moment-là, on peut se permettre de raconter un peu devant le Congrès des choses un peu étranges. Je pense donc qu'il y a un véritable enjeu, effectivement, c'est de redéfinir une politique monétaire, de remettre en place une politique monétaire et de réfléchir véritablement, encore une fois, dans un monde qui va être un monde de déflation, ce que les outils financiers peuvent apporter. Et puis le troisième élément sur lequel je voudrais insister, c'est que dans le monde dans lequel nous allons vivre, et Catherine l'a beaucoup insisté, le personnage clé, c'est le consommateur. Et ce consommateur, il est d'autant plus important qu'il a accès à un nombre infini d'informations, très important d'informations. Comme le disent un certain nombre d'économistes, je connais pas mal d'économistes dans l'ancienne Europe de l'Est, qui disent finalement il y a encore plus fort que le Gosplan pour mettre en regard l'offre et la demande organisée. Tout ça, c'est les marchés qui sont organisés autour d'Internet. Et je pense que la finance, dans la concurrence organisée par Internet, va avoir un rôle crucial à mener parce qu'elle finance et parce qu'encore une fois, elle va avoir des consommateurs qui vont être vis-à-vis d'elle de plus en plus exigeants. Merci Jean-Marc, merci à tous les trois. Sous les applaudissements, je vous invite à rejoindre la salle.